Cet épisode va être un peu spécial. On va donc vous poser le contexte dans lequel il a été enregistré. Avec Manon, on a organisé l'été dernier un mini-festival, le Morpa Fest, à la campagne avec des copains et on leur a donné l'opportunité de passer eux aussi devant le micro de Saveurs Passion pour nous raconter et vous partager les passions qui les animent au quotidien dans leur vie. Pour ces épisodes hors série, on a laissé notre place à Étienne, l'ingé son du podcast, et un certain Clément, la fameuse soquette légère du 3e épisode, pour vous partager ces nouvelles rencontres d'une fin de journée d'été ensoleillée sous le marronnier. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode hors série de Saveurs Passion, je suis en compagnie de Clément. Bonjour à tous. Et moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas présenté parce que d'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis à la technique, donc c'est Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes à un événement assez particulier qui est le Morpa Fest que nous organisons avec des copains. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un Saveurs Passion en live, un Saveurs Passion hors série. On inviterait tous les gens qui sont à ce festival à nous parler de leur passion pendant 10-15 minutes. Xavier, est-ce que du coup, toi, de ton côté, il y a un sujet que tu aimerais échanger avec nous, une passion, un sujet ou autre, c'est... Merci, Bastien. L'annonce a été passée. Bastien l'a fait de manière la plus discrète possible. Sur l'année précédente, donc 2024, j'ai eu la chance de réaliser un petit bout de rêve que j'avais depuis un moment, c'était de participer au 4L Trophy. Donc vous le rêve de beaucoup d'étudiants, mais ouais. Finalement on est beaucoup aussi à y passer à côté, de ne pas prendre la bonne route. Et il se trouve que du coup j'ai... je viens de la comprendre. Et c'est vrai que du coup j'ai réalisé ce rêve-là bien après mes études l'année dernière avec un de mes plus vieux amis. Et ça a été une sacrée petite quand même, mais sacrée épopée. Donc voilà. Je trouve ça extrêmement courageux, une fois qu'on est dans la vie active, dans un quotidien avec la vie pro, perso qui se lance et tout, de se remettre, pas en danger, mais de repartir finalement à la rencontre de l'étudiant qu'on était, etc. Le risque principal, c'est de se dire finalement c'était bien, mais pas de grossir les attentes et au final de ne pas être arrivé à les atteindre. Est-ce que tu as quand même pris le kiff que tu imaginais ? Eh ben, en fait, j'ai pas pris le kiff que j'imaginais, dans le sens où en fait, je pense qu'il faudrait que je le fasse une deuxième fois. Ah ouais, Non mais en fait, comme tu dis, tu t'attends à beaucoup de choses et on en parlait un petit peu juste avant, tu as beaucoup de stress. Où en plus il y a tout un côté organisation, on te met énormément, enfin c'est normal, on te met énormément de pression sur la qualité mécanique et structurelle de ta voiture. Oui, parce que c'est la notion de fiabilité une fois sur place, ouais. Exactement. Où tu veux pas avoir aussi d'une certaine manière investi. Donc nous on a fait ça un petit peu rush en 4 mois, mais généralement les gens ils préparent ça 1 an à l'avance et tu veux pas avoir investi autant de temps. Il y a l'histoire de perte de temps, aussi l'histoire de perte d'argent. Hein. Nécessairement. Et tu veux pas avoir perdu autant de temps et d'argent pour que tu arrives au départ à Biarritz et te dire la voiture elle est pas fiable, on nous la valide pas ou on a déjà perdu un pneu sur la route sur le trajet. Et du coup, il y a un côté où tu es quand même assez stressé par tout ce qui pourrait mal se passer. Parce que tu dis il faut que je puisse en profiter à fond, mais du coup d'une certaine manière t'en profites pas autant que ce à quoi tu t'attendais. Parce que potentiellement tu es dans l'appréhension de l'incident, de choses et pourtant comme tu le dis, tu l'as fait à l'aube de tes 30 ans, donc comme c'est des choses normalement que tu fais en étudiant, normalement il y a une forme de sagesse avec le temps, et au final non, on n'est pas à l'abri de tout ça malgré tout. Clairement pas, et pour autant on va en parler peut-être après, mais il nous est arrivé des péripéties. En plein milieu du Maroc, la voiture à un moment, elle marche plus. Il va falloir résoudre le problème, quoi. Mais du coup, c'était un rêve que tu avais, mais est-ce que la mécanique, c'est un truc qui t'a toujours attiré avant ? Parce que quand même, c'est une partie, c'est les 3/4 peut-être même du projet. Du projet, oui. C'est démonter la voiture déjà, et souvent il y en a beaucoup, ils apprennent la mécanique avec ce projet-là. Est-ce que toi, c'était quelque chose déjà de base que tu avais Alors moi j'avais des notions en mécanique. En fait il y a 2 points par rapport au 4L Trophy qui m'attiraient de base. C'est mon père a eu une 4L quand il était jeune, il en a toujours parlé avec beaucoup de passion, etc. Moi j'avais vu dans la ville dans laquelle j'habitais des jeunes revenir du 4L Trophy et la mairie les avait sponsorisés, donc ils avaient fait une présentation au centre culturel
Je m'étais dit, mais c'est trop bien. Enfin, Mm. moi, j'ai envie de vivre une aventure comme Ouais. ça, quoi. Et j'aime Ok. voyager, donc il y a aussi l'aspect voyage derrière. Donc plus l'aventure que la mécanique initialement. Et ben, plus l'aventure initialement. Et finalement, en fait, l'ami avec lequel je suis parti, François, il a beaucoup voyagé dans sa vie. Il a vécu notamment à l'île Maurice. Et quand il est revenu en France, à un moment, il m'a emmené sur les mobylettes des années 70 que son père collectionne. Il en a 4 par passion. Est-ce qu'il Et a donc- une 103? Alors non, enfin lui il a une 103, Ah, ok. moi j'ai une MBK AV40 de 1970. Donc pour ceux qui s'y connaîtraient, c'est celles qui sont orange. Je crois que c'est une des seules générations où elles ont eu cette couleur orange. Et en fait j'ai été faire ce tour de mobilette avec lui et je suis revenu, j'ai fait mais j'en achète une. Ah oui. Donc il m'a tout de suite dit, bah écoute, si t'en achètes une, va falloir sûrement la réparer, parce que c'est des trucs, souvent ce qu'on appelle sorties de grange, c'est-à-dire qu'elles ont traîné dans la grange du grand-père pendant X années. Bon, il va falloir vérifier un petit peu tout ça. Et en fait, il s'est avéré que 2 semaines après, j'étais sur le bon coin, j'en trouve une, 250 €, allez go, on y va ensemble. Ok, le moteur il est bloqué, c'est pas grave, on l'achète. Puis après, avec lui et son père, on a fait la liste des pièces, etc. On a commandé, et c'est la première fois que j'ai mis les mains dans la mécanique. Mm. Où on a, alors c'est un petit moteur, c'est un 2 temps, mais on a entièrement tout démonté. Et il y a ce truc hyper satisfaisant. Moi, je sais que ça m'arrive de tomber sur ces vidéos YouTube où tu les vois prendre un truc dégueulasse, Nettoyer. et tout nettoyer, Ah ouais. tout remonter, tout machin, et le truc il est tout beau, tout propre, etc. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, à la fois parce qu'il y a l'aspect curiosité d'apprendre quelque chose de nouveau, à la fois parce qu'il y a un aspect d'utilité. Et c'est là où la fibre mécanique, elle est venue. En me disant, mais en fait, la mécanique, j'aime bien ça. Alors, je suis clairement pas un expert, mais ça m'a permis d'avoir des bases, de comprendre comment un moteur fonctionnait. Tout le cheminement de l'essence, l'huile, donc le moteur de temps en plus c'est un peu particulier. Mais voilà, il y avait tout un aspect où je me suis dit, mais en fait c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on voit souvent comme très compliqué. Donc on a très rapidement l'habitude d'envoyer la voiture au garage en disant ils vont s'en occuper. Parce que c'est facile aussi. Parce que c'est facile aussi. Et en fait, l'intérêt de la 4L, pour revenir par rapport au 4L Trophy, c'était de se dire c'est une voiture simple. Il n'y a pas d'électronique, il y a une batterie, il y a du 12 volts, il y a des clignotants, il y a un allumage électronique si jamais tu fais un petit peu fancy. Mais grosso modo, c'est du basique de chez basique, quoi. C'est une arrivée d'essence, une pédale pour accélérer, et la pédale c'est un câble qui tire pour faire une ouverture sur le carter pour mettre un petit peu plus d'essence ou un peu moins. Voilà. Et donc tout ça, ça crée des pannes des fois, mais ça crée des pannes simples à réparer. Oui. Et c'est du coup assez intéressant pour se mettre à la mécanique de manière simple sur une voiture. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu as la prétention de dire je suis moyen dans plein de domaines, mais excellent expert dans aucun. Est-ce que du coup, c'est un domaine dans lequel tu aurais envie d'être expert, de devenir expert? Je pense pas. Ok. Je pense que par exemple, bon, c'est arrivé ce week-end, sans citer de nom, il y a une voiture qui a eu quelques soucis mécaniques. Oui. C'est notre berlingot adoré. Et en fait, il se trouve que ça m'a permis plus ou moins rapidement de dire, ok, potentiellement la panne qu'ils ont, c'est ça. Bon, il faut qu'on ait plus d'infos. Je peux pas garantir à 100% que c'est ça, mais ça te permet de visualiser, d'analyser, de tout de suite dire, ah bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Tu peux tout de suite éliminer ça, ou tu peux rassurer quelqu'un aussi. Enfin, très rapidement, quand tu as un souci mécanique, tu te dis, mais je vais devoir peut-être tout changer, quoi. Enfin, Ouais. donc, et en fait, ça t'aide aussi, même sur des trucs bêtes, hein, pas te faire avoir quand tu vas au garage, quand ils t'annoncent qu'il va falloir changer ça et ça et ça et ça. Et tu fais pas, non, je venais juste du parce garagiste. que il y avait un couinement au niveau de la roue, quoi. Enfin, pourquoi tu me changes le moteur bon, voilà. Ouais. Donc bon, c'est plein de petits détails comme ça, et donc ça a fait lien avec tout ça, et donc avec François, au moment où du coup il était revenu en France, pareil, de l'île Maurice, on a fait mais vas-y go, c'est le moment, il faut qu'on le fasse maintenant. Sachant que le 4L Trophy jusqu'à très longtemps il fallait absolument être étudiant. Maintenant, et on pouvait demander des dérogations, et c'était jusqu'à 28 ans dans tous les cas. Ah Et oui, là, donc il y avait des critères assez restrictifs. Ouais. Maintenant, ils ont retiré la partie étudiante, et c'est jusqu'à 28 ans.
Alors on peut toujours demander des dérogations. Il y a typiquement l'année où j'y étais, un père qui faisait avec son fils. Un père qui avait fait un 4L Trophy il y a 20 ans avec bien. un de ses amis et qui 20 ans plus tard avec son fils. Les souvenirs pour le père et le fils sont c'est ça, incroyables. exactement. Ils avaient fait une année aussi justement où ils proposaient à des anciens sans dérogation de revenir participer. D'accord. Et donc il y avait eu beaucoup aussi de duos avec père-enfant. Enfin, je dis père parce que il y a 20 ans c'était surtout des hommes qui participaient parce que c'était très genré. Mais voilà. Et donc nous on s'est dit vas-y go, on est pile poil à la limite pour les 28 ans, comme ça on n'a même pas la dérogation à demander, on fait cette année puis c'est réglé, quoi. C'est la dernière année facile en gros. Ouais, voilà. Ok. Et en fait il y a un côté de je sais plus si vous l'avez posé mais j'ai pensé à ça, c'est que d'une certaine manière je l'ai un peu repoussé pendant les études en me disant ouais mais du coup c'est peut-être plus compliqué à le faire pendant les études parce que ça fait une sorte de coupure. Et puis ça te fait quelque chose à gérer en plus d'un stress à chaque fin d'année, t'as une deadline, enfin t'as un objectif, faut que tu réussisses ton année, faut que tu aies la moyenne, donc ça te rajoute quelque chose en plus duquel tu as envie de profiter, tu vois, comme on disait. Et donc du coup, je pense que inconsciemment ou consciemment, je me suis restreint de le faire. Et donc là, dans la vie adulte, avec un CDI, tout tranquille, c'était peut-être même plus simple. Ok. Et bah sauf si Étienne, tu as des questions, mais du coup, t'en as ? Non, juste du coup, sur l'aventure humaine, j'imagine, ça a été. C'est peut-être même ça qui t'a attiré surtout aussi. C'était hyper intéressant, humainement, socialement. Je pense que je distinguerais un peu les deux. Et personnellement, enfin, dans l'aspect la découverte de soi, d'être mis à l'épreuve sur certaines choses. Socialement, parce que finalement, en fait, la plupart des gens, ils avaient 7 ans de moins que moi. Ouais. Est-ce que tu as eu un peu une attitude un peu paternelle ou est-ce que certains sont venus chercher en toi quelque chose de rassurant, etc. Pas tant que ça, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont quand même pour la plupart très débrouillards. Quand tu te mets à faire une aventure comme ça, tu vas pas les mains dans les poches, etc. Tu es quand même assez proactif. Et donc finalement, c'était je viens de dire des jeunes. De fait. Non, mais des gens vraiment proactifs qui des fois n'avaient vraiment pas besoin d'aide et qui limite des fois m'ont même plus donné des coups de main parce qu'ils étaient passionnés de mécanique. Et donc à ce moment-là, on avait un petit souci. Ah attends, je vais regarder ça. Enfin voilà. Okay. Et socialement, dans l'aspect effectivement, même beaucoup d'échanges, justement, d'entraide entre tous les équipages. Normalement, il y en a un, ils avaient pété leur cardan. Nous, on avait 2 cardans arabes, mais prends-le. Si jamais on a besoin d'une pièce et que tu l'as, on te la demandera. Sinon, c'est pas grave, machin. Enfin, donc il y a tout un aspect autour de ça que je trouve hyper intéressant et humainement, parce que du coup, c'est la galère dont je parlais qui nous est arrivée. C'est vraiment le truc où donc on traverse l'Espagne, on arrive au sud de l'Espagne, donc on attend la nuit pour traverser en bateau et se retrouver au Maroc avec la 4L. Et là, on a un petit popin, la température qui monte et tout, on se dit bon, et tout. Puis on fait 2-3 réglages, on se dit bon, ça a l'air de passer, bon, on va voir. Puis on traverse et tout, et on se retrouve au Maroc, et en fait, au bout de quelques kilomètres sur l'autoroute marocaine, la voiture, elle avance plus et tout. On consomme du liquide de refroidissement, on fait bon, ça sent pas bon. Et en fait, on a fait un joint de culasse. Et on a fait un joint de culasse et il se trouve qu'en fait, il y a 2 bateaux pour la traversée et nous, on était dans le 2e bateau. Du coup, on était dans les derniers à sortir en plus du bateau. Et finalement, donc les voitures mécaniques qui font un peu balai pour aider quand il y a des pépins, nous, on était dans les derniers. Et je les comprends tout à fait. On nous fait comprendre. Le problème, c'est que nous, c'est plus intéressant d'aller au bivouac aider les 50 voitures en panne que de rester pour une seule voiture. Et donc ils nous ont dit écoutez, voilà, il va falloir là c'est prévu, il va falloir que vous fassiez marcher votre assurance et qu'il y ait une dépanneur qui vous amène à un garage, etc. Donc là, soir à 19h, tu te retrouves à ton assurance en France qui appelle une assurance marocaine partenaire qui fait venir un dépanneur qui vient récupérer ta voiture, qui parle un petit peu français, mais parce qu'on est vraiment un peu perdu au milieu du Maroc. Il faut qu'il y ait la place, parce qu'une 4L, c'est pas encore énormément répandu, donc est-ce qu'ils ont des pièces de rechange? Figure-toi qu'effectivement, au Maroc, il y a quand même pas mal de vieilles voitures. On a malheureusement la fâcheuse tendance à envoyer nos véhicules usagés dans les pays du Maghreb ou du reste du monde. Et donc ils ont quand même pas mal de pièces vis-à-vis de tout ça. Et donc nous on se retrouve, on lui demande est-ce que tu connais un garage, tu peux nous déposer et ils peuvent la réparer dans la nuit. Il fait oui, mais t'es pas forcément hyper serein quoi.
Puis là, on arrive dans un petit bled et tout. On voit pas de garage. Il me dit, on va attendre. Donc, t'es là, t'attends. Tu sais pas qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Puis là, en fait, il y a 2 voitures qui arrivent. C'est bon. Et ils arrivent, ils sortent, ils tirent une sorte de grande porte en tôle. Et là, tu découvres un garage derrière la porte. Tu dis, bon, déjà, on est à un garage. Bonne nouvelle, déjà, on est au bon endroit. Voilà. Et donc, ils comprennent très bien le français. Hein, rien de péjoratif et tout là-dedans. Mais du coup, ils ont peut-être un peu peur de s'exprimer ou un peu du mal à s'exprimer. Donc, du coup, François, qui est plutôt doué en négociation, il leur dit est-ce que tu peux me faire ça cette nuit pour 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'est 100 €. Ok. Et là, donc là, il fait bon et tout, il commence à voir, il commence à regarder un peu ce qu'il peut y avoir, etc. Et puis ils font un diagnostic, ils font joint de culasse. Ça, on l'a compris. Au moins, voilà, c'était clair. Et donc ils nous disent, oh ben voilà, on va s'occuper, il nous fait comprendre qu'ils peuvent s'en occuper, etc. Donc ils vont se mettre tout de suite dessus. Ils disent comme ça se trouve, ils ont fini genre vers 22h, 23h. Et nous, on pourrait limite repartir le soir même pour rattraper les autres. Et aller au campement. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, il se trouve que il y avait un autre problème avec, il fallait re-roder les soupapes. Donc ça a pris plus de temps, ça a fini le lendemain. Mais entre-temps, on a un voisin qui est venu, qui était dans l'administration marocaine. Et donc, généralement, il parle français, c'est une obligation. Et donc, il arrive, il nous sert le thé pendant qu'il discute avec les mécanos. Il nous permet aussi d'échanger un peu plus facilement, etc., pour savoir ce qui n'allait pas. Et donc, nous, on finit par aller à un hôtel à côté. Et donc, on se dit, demain, on récupère la voiture, normalement, si tout va bien, et puis on rattrape. Et puis... là, le lendemain, on arrive à l'heure qui était convenue. La voiture, elle est dehors, en train de bombarder comme si elle avait une nouvelle jeunesse. Et tu fais OK, bon. Et donc, il nous explique on va faire un tour ensemble. On fait un tour et tout avec la voiture et tout. La voiture, nickel, quoi. Genre, elle a. Donc, tout bon, quoi. Tout bon, on repart et tout, machin. Et donc là, on se dit, bon, vas-y, on a bombardé comme jamais. On s'est pris 2 amendes pour excès de vitesse, dont une qu'on a réussi à négocier avec le policier marocain pour pas qu'il nous la mette. Et on a réussi à rattraper le soir même le bivouac. Donc on était plutôt contents. Et pour finir sur l'anecdote, au bout de quelques kilomètres, quand on change un joint de culasse, on refait un serrage au couple des différentes vis de culasse. Et en fait, eux, ils avaient serré à la main. Ok. Donc sans clé dynamométrique, etc. On s'est dit, bon, on va faire un petit resserrage. Je vous promets que c'est vrai. On a sorti la clé dynamométrique, on a desserré, on a resserré, ça fait clac. Donc blocage de la clé au même endroit qu'ils avaient serré à la main. Mais le truc, incroyable. Et donc on a pu finir le trajet, tout le 4L Trophy, sans aucun pépin mécanique. Enfin, vraiment incroyable. Et c'est ce truc de côté humain, c'était le point initial, où c'est des gens... ils sont là, ils ont juste envie de t'aider. Ils ont été prêts à prendre leur nuit pour s'occuper de notre voiture, alors que bon. Ouais, ils te doivent rien. T'es pas un client habituel qui va revenir potentiellement la semaine d'après pour l'autre voiture. C'est ça, mais ils ont envie de t'aider, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était assez fou sur ce côté-là, et tous les Marocains qu'on a pu croiser, c'était des échanges merveilleux. Donc franchement, incroyable comme aventure. Merci beaucoup du coup Xavier, Nathalie bien sûr depuis un temps, on va laisser la main. Si Xavier, tu peux nous envoyer le remplaçant le prochain. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce début. Merci à vous. Merci pour Xavier. Cet échange. Dommage que vous nous quittiez alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui,